êtes-vous devenu astrologue? Quand est-ce que je suis devenu astrologue? Quand es-tu devenu astrologue, en fait? Par la grâce divine. Non, je sais pas. En fait, j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais 14 ans. Mais je crois que j'ai compris après que c'est ce que Jung appelle une expérience du lumineux. C'est-à-dire, j'ai vu devant moi, dans l'air, écrit le mot astrologie en lettres lumineuses. Donc du coup, je me suis dit, bon, il y a un truc. Et du coup, je suis rentré dans une librairie, une petite librairie catholique à l'époque, où il y avait le petit livre d'André Barbeau, la pratique de l'astrologie, où il y avait la manière de calculer un thème avec les éphémérides, calcul de la table des maisons, etc. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à calculer les thèmes, et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes, j'ai continué. Et après, donc les ouvrages de Barbeau, à l'époque, Antares, le dictionnaire de Gouchon, enfin toutes les choses un peu traditionnelles, mais qui sont très intéressantes, parce qu'en fait ça donne une base, enfin une structure à l'interprétation du thème. Et après, beaucoup par Jacques Berton. Alors Jacques Berton, il est moins connu parce qu'il a très peu écrit, mais il diffusait des astrocassettes, c'est-à-dire des cours sur cassette. Et il a fait un travail remarquable. Il était poisson, ascendant poisson, Uranus sur l'ascendant, si je me souviens. Donc à la fois des idées géniales, un côté lyrique exceptionnel, et à la fois il mariait cerveau droit, cerveau gauche. Au fond, il mariait, il est décédé maintenant, mais il mariait la perception intuitive du thème astrologique et la précision du langage. Donc c'était assez exceptionnel. Et donc c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai développé par la suite tout le travail sur l'astromythologie. Ah oui. Oui. Et donc, en fait, il était très structuré dans la mise en évidence des dominantes du thème, et après, il a fait tout un travail en astropsychanalyse à l'époque, ce qu'il a appelé les complexes astrologiques, donc complexe d'Édipe, complexe d'Icare, complexe de Narcisse, etc., etc. Donc, je trouve qu'il a enfin, je voudrais lui rendre hommage parce qu'en même temps, il a fait un travail remarquable sur la lecture astrologique et l'interprétation du thème. Puis après, bien sûr, j'ai rencontré les ouvrages parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, hein, il y a 40 ans, si je puis dire, peut-être même un peu plus. Et donc j'ai rencontré les ouvrages du Rudyard, Ruperti, donc après j'ai suivi une formation en astrologie humaniste, tout en continuant des études scientifiques, donc du coup je marie un peu. Alors c'est pas du tout la même chose, science et astrologie, hein, parce que c'est deux grilles de lecture du réel complètement différentes, mais en même temps, le point commun c'est la rigueur qui permet d'explorer l'un et l'autre. Voilà. Et toutes ces rencontres étaient livresques alors? Non, je suis allé voir. Non, André Barbeau, j'ai rencontré beaucoup plus tard, quand il était plus âgé. Mais Jacques Berton, je suis allé le voir pour une consultation, donc je l'ai rencontré de visu. Et puis après, Ruperti, je l'ai bien connu, puisque j'allais régulièrement à ses séminaires à Paris, alors que je faisais des études à l'université de Clermont-Ferrand. Donc, Marie-Ève Cavaignac, enfin, toute cette courant d'astrologie humaniste. D'accord. Et quels sont des travaux d'astrologues qui vous ont le plus marqué? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, mais... Aujourd'hui, je lis plus beaucoup de livres d'astrologie, donc je ne suis pas objectif parce que je suis un peu sorti de tout ça. Enfin, l'astrologie, on va dire, purement qui concerne l'interprétation du thème. Mais je reste quand même marqué par ces deux grands auteurs, Rudyard et Jacques Berton. Oui. D'accord. Alors, quelle est ta vision du monde, la philosophie du monde, le fil rouge qui guide la pensée astrologique? 2 minutes. Il y en a plusieurs. Je dirais d'abord, bon, c'est un peu une évidence, l'astrologie c'est un outil de connaissance de soi. C'est notre carte d'identité céleste d'une certaine manière, mais au fond, pour moi, l'astrologie, c'est aussi un travail spirituel. C'est-à-dire
les planètes, les signes véhiculent des énergies archétypales. Donc le fait de se connecter à ces qualités d'énergie de manière intérieure, de manière sensible, c'est quelque chose qui amène aussi à une transformation, à une modification intérieure. Et puis, c'est aussi une vision du monde. J'aime dire que l'astrologie, c'est une philosophie pratique. C'est-à-dire, au fond, c'est quoi un thème astrologique? Tout le monde a 10 planètes, 12 maisons et 12 signes astrologiques. Donc au fond, à partir de ces ingrédients de cuisine, qu'est-ce qui fait que le plat, c'est-à-dire la personne, est de telle ou telle orientation psychique? C'est la géométrie du ciel. Donc on est tous construits à partir des mêmes briques fondamentales en réalité, et la seule différence, c'est la manière de les organiser qui fait qu'on est spécifique. Donc l'astrologie, c'est quelque chose qui relie le particulier à l'universel. Donc du coup, alors pas dans une dimension morale évidemment, pas dans une dimension religieuse ou éthique ou que sais-je encore, mais dans une dimension objective, puisque on voit très bien que sur un thème, que ce que je suis à partir de mon thème est composé d'une espèce de racines universelles, d'archétypes, qui sont les fonctions que je viens d'évoquer, signe, planète, maison. Donc au fond, c'est une manière de relier le particulier à l'universel. Et ça, c'est aussi un travail spirituel, en réalité. Alors ça ouvre sur autre chose, sur une sorte de non-jugement. Parce qu'un non-jugement fondé sur la connaissance et non pas fondé, encore une fois, sur une morale. Pourquoi? Parce que l'exemple le plus facile, c'est pour le bélier, tout compromis est une compromission, et pour la balance, tout compromis est une négociation. Donc le bélier va appeler la balance hypocrite, et la balance va appeler le bélier rentre dedans et incapable qui n'a pas le sens des nuances. Mais en réalité, les deux postures sont légitimes si on comprend l'ensemble du zodiaque. De même que pour l'axe taureau-scorpion, pour le taureau, ce qui est réel, c'est ce qu'on peut toucher, c'est ce qui est la nature, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est sensible. Et pour le scorpion, ce qui est réel, c'est les énergies qui animent les choses. Donc, le scorpion va vous dire ce qui est réel, c'est l'inconscient, c'est les grands jeux du force de l'histoire, c'est ce qui est invisible dans le monde, et le taureau, l'inverse. Les deux postures sont légitimes, sauf que l'astrologie permet de comprendre pourquoi. C'est-à-dire, en réalité, c'est la complémentarité des opposés. Donc si on... donc voilà, juste sur cet exemple, le fait de faire de l'astrologie permet de développer j'allais dire, une forme de tolérance qui est de l'ordre du non-jugement, mais qui est plus que la tolérance, qui est de dire, voilà, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout, qui est proche de la différence, celle-ci. Mais une tolérance fondée sur la légitimité des postures et des positions contraires ou différentes, et donc au sens voltairien. C'est-à-dire Voltaire disait la tolérance, c'est encourager les gens à faire des choses même si on n'est pas d'accord avec eux. Et ça, je trouve que l'astrologie est une immense école d'ouverture de la conscience pour ça. Oui. Alors, j'ai une question supplémentaire. Oui, je t'en prie, Charlie. Comment la formation scientifique, donc tu avais cette formation symbolique, une autre grille d'analyse en même temps que tu as étudié pour tu as un doctorat ou... Un doctorat en biologie, biochimie. Tu as un doctorat en biologie. Comment ces deux modèles ont travaillé ensemble? Pour moi, c'est un grand mystère parce que... je vais commencer par la fin. Après mon doctorat, je suis allé aux États-Unis à l'université de San Francisco pour faire de la recherche. Donc là, j'étais quasiment plongé dans la pensée scientifique. Et quand je suis revenu, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à l'astrologie. Parce que c'est deux façons de penser complètement différentes. L'une est sur la logique, l'autre est sur la symbolique. Donc le cerveau, il ne va pas au même endroit. La conscience, elle ne va pas au même endroit. Donc c'est difficile de manier les deux en même temps. Alors quand je dis, c'est vrai que j'ai étudié les deux en même temps, honnêtement, je ne sais plus comment j'ai fait, parce que c'est un truc un peu bizarre, cerveau droit, cerveau gauche. Hein. Donc question du sens, question du mécanisme.
et la science décrit en fond les mécanismes, mais ne parle jamais, elle n'est pas outillée pour parler du sens. J'aime bien ce que dit Rudyard. Rudyard dit l'astrologie est au monde du sens ce que les mathématiques sont au monde de l'objet. Une grille de décodage. Donc, au fond, l'astrologie, c'est cette représentation symbolique du monde imaginal, et les mathématiques, Pythagore disait le monde est nombre, il avait raison, c'est-à-dire le monde physique, objectif et nombre. Et Jung a rajouté que les nombres sont des archétypes. Alors là, on est vraiment dans un point de synthèse, c'est-à-dire les nombres sont à la fois des symboles et des outils mathématiques qui permettent de représenter la nature de la réalité. Donc il faudrait regarder plus un projet que j'avais envisagé, pour l'instant il est un peu en stand-by, mais revenir sur les nombres en tant qu'archétypes et regarder ce qu'ils font dans les mathématiques, dans les grandes équations qu'on connaît. Donc voilà. Donc ce serait le point de synthèse. Même pour toi, tu ne sais pas comment tu as fait les deux à la fois. Donc il avait un moment où tu as basculé. Mais j'étais habité par l'astrologie, c'est-à-dire quand j'allais à l'INRA faire ma thèse, je lisais des livres d'astrologie dans le bus qui conduisaient jusqu'à l'INRA. Je lisais Rudyard, je me souviens. Donc je crois que j'étais vraiment habité, donc ça ne me posait pas de problème. Oui, je comprends. Tu vois, j'étais plus habité par l'astrologie que par le fonctionnement de la cellule. Donc voilà. Alors après, ce que ça m'a apporté, c'est que, enfin, la science m'a apporté quand même une dimension de rigueur que j'ai après essayé d'utiliser dans la lecture astrologique et dans les différents ouvrages que j'ai publiés. D'accord. Alors, crois-tu pas que le langage symbolique, qui est celui de l'astrologue comme celui de l'artiste d'ailleurs, est un langage qui permet de rétablir la connexion avec des forces du vivant? Il y a une confusion. Le monde symbolique n'est pas, enfin je ne sais pas ce qu'on appelle les forces du vivant. On peut plutôt parler des forces vivantes, au sens où les pensées sont vivantes, qui produisent à la fois l'histoire et qui produisent ce qu'on appelle la personnalité humaine. Mais donc le symbole, tout est symbolique, c'est-à-dire un visage, le corps humain, avec ses organes, une fleur, la manière dont ici c'est agencé, tout est symbolique. C'est-à-dire, le symbole c'est quoi? Enfin, le symbolisme c'est quoi? C'est voir ce qui transparaît derrière l'apparence. Autrement dit, c'est cette capacité de se laisser imprégner par le sens qui émerge des formes. Toutes les formes, même la musique aussi, est symbolique. Donc, c'est ouvrir sa conscience au monde imaginal, au monde invisible, par la fenêtre du symbole. Et le meilleur exemple, c'est l'icône. L'icône de la tradition orthodoxe, c'est vraiment une fenêtre qui est ouverte sur le divin. Et méditer sur l'icône, c'est rencontrer Dieu, d'une certaine manière, ou le personnage qui est signifié par l'icône. Donc le symbole, c'est pour ça que c'est très différent de la science, parce que la science, elle va regarder les pigments, mesurer la coloration, et que sais-je encore, et le symboliste va regarder la puissance de sens qui est derrière l'image. Donc oui, alors dans ce sens, le symbole nous aide à nous reconnecter à plein de choses, à notre inconscient dans les rêves, au surconscient dans la méditation, si on médite sur des mantras ou des figures spirituelles. Il nous aide à ouvrir notre conscience à la pluralité des sens. Alors l'avantage du symbole par rapport à la science, c'est que le symbole n'oblige à rien. C'est-à-dire il s'adresse directement à notre niveau de conscience, c'est-à-dire à ce qu'on a besoin d'entendre pour faire le prochain pas de notre propre évolution intérieure. Donc dans le symbole, il y a toute une
un gradient d'interprétation du plus basique, c'est-à-dire du plus trivial, c'est-à-dire du plus événementiel, jusqu'au plus subtil et au plus spirituel, sans porter un jugement de valeur, parce que ce qui est important, c'est que ça réponde à un besoin, évidemment. Une lecture spirituelle peut être incompréhensible ou totalement désastreuse, parce que ça permet parfois, on a chez certaines personnes, la dimension spirituelle est un espèce de bouclier qui évite de descendre dans ses ombres et ses profondeurs. Donc du coup, c'est pas toujours indiqué non plus. Donc voilà, le symbole, c'est une porte ouverte. Comme disait le poète, on marche dans une forêt de symboles et on ne se rend même pas compte. Ce sont des portes ouvertes sur le monde invisible, sur le monde du sens, sur ce monde qui nous appelle pour une profonde transformation intérieure. Donc, elle a voulu lier ça à l'artiste. Oui, absolument. Parce que l'art, alors si on lit l'art dans la langue des oiseaux, c'est le A, vous savez, le point unitaire qui se divise en deux, qui descend sur la terre, qui se met en mouvement par le R, comme récréation, etc. Voilà. Et le T de la terre. Donc l'art, c'est la mise en mouvement de l'ineffable sur la terre. Et donc, c'est rendre visible l'invisible, c'est rendre l'invisible visible dans une forme. Et effectivement, lorsque l'art est connecté à la transcendance, la forme devient véhicule de quelque chose. C'est ce qu'on appelle parfois la beauté. Joli. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple pour évoquer comment lors d'une cour ou lors d'une consultation, en évoquant par exemple le lien avec le mythe personnel, le chemin intérieur, il est possible d'ouvrir un espace nouveau pour une patiente, un espace source de récréation. Recréation. Je crois que je voudrais introduire la notion des mythes fondateurs à ce moment-là ici. Encore une fois, développée par Jacques Berton, et puis après qu'on va relire en astrologie humaniste ou en analysant de manière précise l'histoire du mythe. Ça permet, alors en fait, ça permet à la personne de se reconnecter au soi, à son essence. Ça fait longtemps que je fais plus de consultations, qu'on se le dise. Et alors les cours, oui, mais les cours après, j'ai pas de suivi. Je me souviens une fois à l'université du symbole, lorsqu'elle fonctionnait encore, il y a une personne qui arrive et qui le sujet c'était sur le mythe de Prométhée. Et qui dit, voilà, moi j'ai vu Prométhée, je suis venu, j'y connais rien, je sais même pas qui c'est, mais ça a résonné en moi et elle est venue au séminaire. Et après on a vérifié, effectivement elle avait un mythe de Prométhée. Donc on a des résonances inconscientes comme ça. Et un mythe de Prométhée, c'est un Uranus fort. C'est un Uranus dominant, oui. Donc oui, il y a des appels, il y a des appels de l'inconscient, il y a des appels du monde du sens, qui fait que après il y a des rencontres. Tu as écrit beaucoup d'ouvrages et ils vont apparaître à l'écran. Quels sont aujourd'hui les nouveaux livres, des nouvelles pistes de recherche? Le dernier, mais je ne l'ai pas amené, c'est un petit livre qui s'appelle L'énigme de ma vie, mais qui n'est pas l'énigme de ma vie personnelle, évidemment. Qui a été coécrit, en fait c'est une femme qui s'appelle Sarah Hirschmüller qui m'a interviewé, et du coup, à partir de l'interview, elle a écrit ce petit livre. Donc c'est un double auteur, d'une certaine manière. Mais qui est très simple, qui n'est pas vraiment de l'astrologie, c'est plus des pierres blanches de bon sens dans notre vie ordinaire, autour de la gratitude, autour du don, autour du pardon, autour de je sais plus, il y a une dizaine de thèmes sur quelques pages, qui est une forme de réflexion sur le mystère de notre existence.
Mais autrement, je travaille beaucoup en ce moment, depuis quelques années, sur l'astrologie mondiale. Donc le dernier ouvrage que j'ai publié dans ce domaine, c'est Archétypes et Histoire, volume 2, sur l'histoire, sur le cycle Uranus-Neptune, en fait, à travers l'histoire de l'Empire romain. Depuis moins 60, donc création du premier triumvirat, avec César et deux autres, et Pompée et un autre, conjonction Uranus-Neptune en moins 60, jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident au début du 5e siècle. Et la première conjonction Uranus-Neptune, en quel signe? Alors c'était, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en Cancer. Mais en fait, parce que ça correspond à l'histoire de l'Empire romain, mais en fait, il y a 12 conjonction, pardon, Saturne-Neptune ou Uranus-Neptune, tu me dis? J'ai dit Uranus-Neptune. D'accord. Donc il y a 12 conjonctions. En fait, pour que les conjonctions successives Uranus-Neptune fassent le tour du zodiaque, il y en a pas 12, il y en a 24, il y en a 2 par signe, et ça dure exactement 3600 ans. D'accord. Et après, ce qui est intéressant, en tout cas étonnant, c'est que si on divise cette période de 3600 par 6, on a des périodes exactes de 600 ans. Et on a un cycle de révélation, c'est-à-dire on a la première conjonction, c'est le miracle grec au VIe siècle avant notre ère, moins 577 du point de vue astrologique. Après, on a eu la naissance du Christ en moins 6, moins 7. Et en 622, on a eu le début de l'islam, l'hégire. Donc tous les 6 siècles, en fait, après l'étape suivante c'était François d'Assise, et l'étape suivante c'était le 19e siècle, la révolution spirituelle du 19e siècle avec... Transcendance. Oui, avec la théosophie, avec le spiritisme, avec Madame Blavatsky, etc. Donc tous les 6 siècles, en fait, on a l'émergence d'une grande révélation spirituelle dans l'histoire. Donc c'est ça aussi qui fait l'histoire, donc j'ai un peu regardé ça. Intéressant. Dans l'histoire romane, il y a d'autres cycles qui jouent, les cycles plus courts. Alors, en fait, la base, c'est le cycle Uranus-Neptune, mais après, par exemple, la grande déclin de l'Empire romain au IIe siècle, qui s'est reconstruit après avec Constantin, c'était lié au cycle Uranus-Pluton. C'est-à-dire les cycles Uranus-Pluton, c'est les... J'aime bien, pour prendre un auteur moderne, qui est comment il s'appelle? Non, alors Tarnas a fait un travail remarquable en astrologie mondiale, oui, absolument. Ouais. Ben, je pensais à cet économiste dont j'ai oublié le nom, qui a lu l'économie à travers... Non, à travers une logique de création destructrice. Or, on est bien Uranus-Pluton, c'est-à-dire c'est des cycles... j'ai oublié son nom, c'est dommage. C'est des cycles... donc là, c'est dans la logique économique du XXe siècle, mais Uranus, c'est la puissance de création, Pluton, c'est la puissance de destruction. Donc dans l'histoire, ça mène à la fois à des grandes envolées, des grandes catastrophes. C'était... Bon, je ne vais pas tout détailler, mais c'était l'émergence de l'Empire perse et une période très difficile pour l'Empire romain. Et cette grande histoire entre Rome et l'Iran actuel, c'est-à-dire les États-Unis et le berceau de notre civilisation occidentale, on la retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire il y a des constantes archétypales dans l'histoire. Oui. Qu'on retrouve sous des formes différentes. L'Empire américain est une métaphore de l'Empire romain et l'Iran est une continuité de l'Empire perse. Donc ces grandes énergies véhiculées par des lieux géographiques et des cultures sont toujours en conflit en réalité, parce que voilà, Uranus-Neptune côté Occident, Uranus-Pluton côté Perse. Ah, et est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose sur ton site? Oui, enfin, si on me le propose, je veux bien. C'est une... Ça s'appelle? Alors, ça s'appelle réenchanterlemonde.com
enfin, il y a deux parties. Il y a une partie en accès libre avec des articles, des interviews, différents liens aussi avec des personnes dont j'estime qu'ils ont une dimension aussi de réenchanteur du monde. Et puis une formation qui là est sur abonnement, à la fois en astrologie et en mythologie. Et il y a un certain nombre de vidéos sur l'exploration de la nature de la conscience, sur le symbolisme. Donc en fait, en gros, l'idée c'était tous les séminaires que j'ai donnés, enfin un certain nombre de séminaires que j'ai donnés ont été filmés. Et du coup, la formation en astrologie est actuellement en ligne sur ce site, avec une logique assez simple, pour débuter les signes, connaissance des signes, ensuite connaissance des planètes, connaissance des maisons, connaissance de la lune noire, interprétation du thème, etc. Donc on a une logique assez simple pour apprendre l'astrologie depuis le début jusqu'à l'interprétation du thème. C'est formidable ce site. Oui, merci. Donc, Source aura le plaisir de recevoir lors du congrès annuel, le 29 et 30 mars. Et lors de ce congrès, on évoque la future conjonction Saturne-Neptune en Bélier. Peux-tu nous donner un avis avant-première de ta conférence? J'aimerais bien la voir. Mais ce sera dans la continuité des travaux sur l'astrologie mondiale. Oui. Donc, André Barbeau a bien montré que les cycles Saturne-Neptune étaient liés à l'histoire de l'URSS, qui est maintenant la Russie. Donc on va explorer ce cycle par rapport à d'abord sans doute la mise en place de la paix en Ukraine, puisque là on est à la fin d'un cycle Saturne-Neptune qui sont toujours des moments très difficiles pour le monde communiste, puisque à chaque conjonction décroissante Saturne-Neptune, le monde communiste est passé par une forme de mort. Et il y a une résurrection, il y a une renaissance avec la conjonction lorsqu'elle devient croissante. Donc on peut penser ici que la Russie va revoler ses propres ailes, mais on a déjà les prémices avec la construction des BRICS et tout le système international qu'il est en train de mettre en place. Donc je vais reprendre ce cycle Saturne-Neptune par rapport à l'histoire. Oui, ça c'est passionnant, et on sait d'ailleurs que le déploiement de cette cycle Saturne-Neptune, c'est le premier qui a été fait par un astrologue, ce que André Barbeau a fait quand il a découvert à 15 ans. Oui. Incroyable. Et en dehors du communisme, qu'est-ce qui représente Saturne-Neptune? C'est une forme de mysticisme monastique. C'est-à-dire Saturne, c'est intéressant parce que Saturne est complètement dans la concentration, et Neptune est complètement allocentrique. Donc on a une conjonction des contraires dans cette conjonction. Donc et en même temps, la possibilité d'incorporer dans une forme précise, saturnienne, le monde mystique. Donc on a quelque chose ici qui est d'une ascèse pour concentrer et rendre visible l'amour universel. Joli. Alors, tu travailles quelque chose. Comment vient l'inspiration de nouvel travail? C'est une bonne question. Je crée une matrice. C'est-à-dire, bon, évidemment, je travaille beaucoup parce que tout n'est pas de la connaissance infuse, mais quand je travaille sur l'histoire, par exemple, l'histoire, ça ne s'invente pas, donc il faut regarder plein de sources, voir comment elle se corrobore, parce qu'en place, l'histoire est quelque chose qui est assez subjectif par rapport à l'interprétation qu'on peut en faire dans une culture donnée. Donc je me documente beaucoup, et donc ça, c'est la matrice. Ça crée une matrice énergétique, une matrice de conscience, et après j'écris. Et ça vient. C'est-à-dire, je me connecte à cette matrice, c'est-à-dire quelque part à l'âme du monde, ou à l'âme du monde occidental en tout cas, et les choses prennent forme au fur et à mesure. Et c'est après, je me rends compte en réalité qu'il y a une structure qui a émergé.
Oui, j'aime beaucoup ça parce que quand je donne une conférence, c'est souvent comme ça. Oui, c'est ça. Il y a une trame invisible qui sort avec les idées, les mots, les écrits. Oui, et puis tout le travail consiste à construire cette trame invisible, cette matrice, et puis après, voilà, il faut avoir la confiance de suivre le fil. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Je travaille tous les matins, quand j'écris, je travaille le matin entre, 7h et 13h. Et après l'après-midi, je fais rien. C'est le moment le plus intéressant. C'est quand je fais rien que les idées surgissent. Quand je suis dehors à marcher ou à regarder pousser les tomates, il y a des idées qui arrivent et après seulement je vais les vérifier. Et je sais qu'on va parler de Saturne-Neptune. Le fait que c'est à 0 degré de Bélier. Ça accentue sa puissance. Je travaille les décans. Le premier décan, c'est l'aspect physique, le deuxième émotionnel et le troisième mental spirituel. C'est un élan dynamique, une énergie qui va de l'avant, qui est bien plus intense que si c'était par exemple le dernier bélier dernier degré du bélier, pardon. Et j'ai remarqué que les personnes, je connais 2-3 personnes qui sont nées à 0 degré bélier, donc en soleil, mais elles ont une pêche incroyable. Rien ne les arrête. Et il y a cette puissance de vie qui est, j'allais dire en permanence, excédentaire. Oui. On dit, dans le monde anglophone, on dit que 0 bélier, c'est le degré du monde. Ah oui. Oui, que c'est un degré de puissance, créateur, fondamentale. Alors il y a ce joli symbole sabian, premier degré du bélier, c'est, si ma mémoire est bonne, une naïade émerge de l'océan. Donc on a cette belle image de l'émergence de quelque chose qui est de l'ordre de la beauté de l'inconscient collectif. Joli. Okay. Merci Lynn, merci à vous.